Là, maintenant, je voulais vous apporter quelques concepts, cette fois-ci, dans l'idée de pouvoir soutenir vos démarches. Je dirais pas tant pour vous, parce que vous pouvez peut-être davantage vous gérer, mais gérer les démarches qui vont nous amener à être 2, 3, 4, au travers d'échanges entre amis, encore une fois, dans l'entreprise, en famille, avec cette conscience qu'on ne fait pas pousser un arbre plus vite en tirant dessus. C'est humain de vouloir être plus loin que là où nous en sommes, c'est humain de vouloir que ça aille plus vite, et en même temps, tout organisme vivant a un rythme pour avancer, et si on veut amener cet organisme au maximum de sa potentielle vitesse, bah, c'est comme un arbre, c'est en respectant le fait qu'il y ait des cycles et en amenant à la personne ou à l'arbre ce dont elle a besoin au moment où on en a besoin. Trop d'eau, pas assez d'eau, ça ne va pas être aidant pour l'arbre, hein. Trop d'engrais, pas assez d'engrais, ce n'est pas aidant pour l'arbre. C'est pareil pour l'humain. Et dans notre façon de cheminer, il y a globalement 4 étapes par lesquelles nous allons passer. Première étape, c'est je suis inconsciemment incompétent. C'est-à-dire je n'ai pas conscience que je ne sais pas, je n'ai pas conscience que j'ai un mode de fonctionnement, de consommation qui va même des fois à l'encontre de mes propres valeurs, de mes propres intentions. Je n'ai pas conscience de l'impact que j'ai sur les autres, sur la société, sur le monde. Et nous tous là, réunis pour ce webinaire, il y a forcément des endroits de notre vie où nous sommes là-dedans. Hein, la personne omniconsciente, elle n'existe pas. Et tant que je vais rester là-dedans, ça va être compliqué de pouvoir évoluer. Pour évoluer, l'étape d'après, c'est de devenir consciemment incompétent. C'est-à-dire, c'est le moment parfois douloureux où je me rends compte que j'ai un impact sur les autres, que je me rends compte que je ne me rends pas la vie belle, que je me rends compte que je pourrais... visiblement, il y a des gens qui font autrement, même si je ne sais pas comment, et qui obtiennent des résultats qui sont peut-être davantage ceux que j'aimerais avoir. Mais pour l'instant, je ne sais pas faire. L'étape d'après, qui est la véritable étape du changement, c'est je deviens consciemment compétent. C'est-à-dire c'est le moment où je vais mettre en place des choses dans ma vie de manière consciente. Ça me demande beaucoup d'énergie. Hein. Par exemple, si vous décidez demain de passer d'une alimentation avec de la viande à être vegan, vous ne ferez pas ça en 2 jours, hein, parce que ça va vous demander de voir comment vous obtenez les mêmes groupes d'aliments autrement. Ça va vous demander de trouver des endroits où vous pouvez acheter, peut-être d'apprendre à cuisiner différemment. Donc ça va vous demander du temps. Et ça va être vrai pour n'importe quel changement que nous pourrions être amenés à vivre. Et cette étape, elle est plus ou moins longue, comme la précédente. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, ça ne me demande plus d'effort de faire quelque chose. Hein, au début, je ne triais pas. Au début, puis je me dis, je gagne la tête à trier. Puis je vois toutes ces poubelles, les plastiques, s'il est mou, s'il est dur, ça doit aller là. Puis il y en a, je ne sais pas s'ils sont mous, s'ils sont durs, c'est compliqué. Et puis un jour, je suis capable de trier sans que ça me demande plus d'efforts que l'époque où je ne triais pas. Et quand je suis inconsciemment compétent, je suis sur un domaine. Je ne suis pas sur tous les domaines. Donc ça veut dire qu'à ce moment-là, je peux trouver un autre aspect de mon existence où peut-être je suis encore inconsciemment incompétent et je pourrais là aussi évoluer, avancer. Pour soutenir cette évolution, eh ben, ça va demander du temps. Et puis, ça va me demander aussi de voir le sens de tout ça. Et puis, ça va me demander de trouver qu'on me propose des options à m'apporter. Si vous voulez que les autres soient déjà arrivés avant même d'être partis, il y a de grandes chances qu'ils se découragent. Par contre, si vous leur montrez qu'ils ont déjà fait un tout petit pas et que c'est super et que vous pouvez le valoriser, c'est très bien. Ils vont avoir besoin d'avoir de permission, la permission de se tromper, d'essayer, donc le droit à l'erreur. Vous allez soutenir davantage par des encouragements que par des jugements, qu'en leur montrant l'écart qu'il y a entre là où ils en sont et là où vous voudriez qu'ils soient. Et puis aussi en reconnaissant les freins qu'ils peuvent rencontrer et surtout tous les efforts qu'ils ont fournis. Souvent, notre envie d'absolu fait que nous avons du mal à faire ça. Nous nous focalisons sur le bout qui reste à parcourir. Et au bout d'un moment, vous avez des personnes qui vont juste arrêter et qui, par exemple, quitter l'association, quitter le groupement, renoncer, parce que globalement, ils ne sont pas suffisamment soutenus, reconnus pour tout ce qu'ils vivent et tout ce qu'ils apportent.
Dans les pratiques qui vont aider, il y a questionner et écouter. Plutôt que de tout de suite arriver avec des arguments, prenons le temps de questionner l'autre. Qu'est-ce qui fait qu'il souhaite maintenir le comportement qu'il a aujourd'hui? Quel est le frein qu'il rencontre et qui l'empêche de passer l'étape d'après importante pour lui, même si elle va dans le sens de ce que je voudrais moi. Prenons le temps d'écouter et je dirais d'écouter pour comprendre. Alors parfois, nous voulons écouter pour répondre, pour réagir. Donc j'écoute pas vraiment. Et souvent, c'est ça qui fait que je démarre un qui a tort, qui a raison. Ce qui m'évoque une phrase de Marshall Rosenberg qui disait que dans la vie, il faut choisir entre avoir raison et être heureux. Apprenons à accueillir l'autre avec empathie, aussi bien pour les moments difficiles qu'il peut traverser que pour ses succès. Donnons de la reconnaissance pour tous les pas, même les plus infimes, qui vont dans la direction de ce qui est important pour nous. À chaque fois que nous faisons ça, nous incitons l'autre à continuer à reproduire. Et apprenons à argumenter en fonction des leviers de motivation de l'autre. Vous voyez que ce qui est préconisé là, c'est assez loin de ce que peut-être vous pouvez vivre quand quelqu'un n'est pas d'accord avec vous et qu'il vous juge, qu'il vous disqualifie, qu'il se moque, qu'il veut vous mettre la pression. Ces façons de faire ne sont pas aidantes, même si elles sont humaines. Et puis, je voulais vous partager un concept qui s'appelle les cercles de croissance, qui a été développé par un psychologue français qui habite du côté de Compiègne, qui s'appelle Michel Kessler, et que j'ai eu la joie de croiser sur mon parcours. C'est un concept qui se propose de faire un lien entre nos différents plans de besoins, ce qui nous motive, et la dynamique de croissance ou de régression dans laquelle nous allons pouvoir être. Pour moi, l'idée, c'est que nous puissions comprendre, encore une fois, combien, avec une intention louable, nous nous y prenons parfois d'une certaine façon qui crée exactement l'inverse de ce que nous voulions. Et vous allez aussi comprendre pourquoi, peut-être, dans votre couple, dans votre cercle d'amis, dans votre association, dans votre entreprise, il y a des choses qui ne se passent pas bien, alors même que tout le monde a envie de bien vivre dans cet environnement-là. Alors, cette théorie reconnaît 5 grands plans de besoins. Il y a d'autres théories qui vont les décliner, mais globalement, vous retombez sur ces 5 grands plans de besoins. Le plan des besoins physiques, alors physique, matériel, le fait de pouvoir me nourrir, le fait de pouvoir me vêtir, d'avoir un toit sur ma tête. Le plan des besoins affectifs. Donc là, vous pouvez mettre le plan des besoins relationnels et qui sont pas mal maltraités en ce moment. Le fait d'être aimé, d'être reconnu. Le plan des besoins intellectuels, c'est-à-dire le besoin de comprendre, le besoin d'apprendre. Les besoins spirituels. Alors spirituel, ici, c'est déconnecté de la religion, même si vous pouvez avoir une spiritualité en lien avec une religion. La spiritualité ici, c'est l'idée que je suis relié à quelque chose de plus grand que moi. Alors peut-être que plus grand que moi, c'est mon couple, peut-être que plus grand que moi, c'est la société, et peut-être que plus grand que moi peut être encore plus grand que ça. Et puis le plan des besoins oniriques. Le besoin onirique, c'est le besoin de rêver. Alors aussi bien de rêver endormi que de rêver éveillé. Par exemple, rêver ce monde d'après, rêver ma relation, rêver un projet, vouloir que demain soit meilleur pour moi qu'aujourd'hui ou qu'hier. Si je prends soin de nourrir ces différents plans de besoins, ou si je suis dans un environnement qui contribue à nourrir ces différents plans de besoins, la première chose que je vais éprouver, c'est du plaisir. Du plaisir, de la joie, toutes les émotions agréables que vous pouvez imaginer. Vous avez très faim, vous mangez un plat qui vous cale, vous aurez du plaisir. Vous avez envie de stimulation gustative, le plat est savoureux, vous aurez du plaisir. Si je continue à nourrir les plans de besoins qui sont importants pour moi, ou mes différents plans de besoins, eh bien, je vais passer à un stade plus élevé, c'est que je vais aller vers de la réalisation. C'est-à-dire que je vais construire, je vais agir pour petit à petit construire une vie qui me ressemble, contribuer aux projets qui sont importants pour moi, m'investir. À partir du moment où ça nourrit mes différents plans de besoins. Si je continue à faire ça, je vais développer mon autonomie. C'est-à-dire que je vais être de plus en plus capable d'agir par moi-même
et d'agir par moi-même avec les autres. L'autonomie ne voulant pas dire l'indépendance, c'est-à-dire au sens seul. Autonomie, ça vient de autonomer, c'est-à-dire c'est ma capacité à nommer par moi-même ce qui est juste et ce à quoi je veux contribuer, et je peux le faire avec les autres. Et puis, si je continue à nourrir mes différents plans de besoins, après l'autonomie, ce qui va être nourri chez moi, c'est le sens. Ma vie a du sens. Je me lève le matin et j'ai du plaisir à me lever, j'ai du plaisir à aller travailler parce que mon job a du sens. J'ai du plaisir à passer, je ne sais pas quoi, mes samedis dans telle ou telle association, l'association Agir, je ne sais pas s'ils recrutent, ou Resto du Cœur, ou que sais-je, parce que ça a du sens pour moi. Et quand ça a du sens, en fait, ça me consomme peu d'énergie et ça m'en donne. Ça, je dirais, c'est la dynamique quand tout va bien, que les différents plans de besoins, physiques, affectifs, intellectuels, spirituels, oniriques, sont nourris. Malheureusement, il peut arriver parfois que un plan de besoin important pour moi ne soit pas nourri, voire plusieurs plans de besoin ne soient pas nourris. Si les personnes qui veulent contribuer à ce monde d'après ne prennent pas soin dans leur démarche de nourrir mes différents plans de besoin, ce qui risque de m'arriver, c'est d'abord de vivre la frustration, avec toutes les émotions désagréables que vous pouvez associer, la colère, la peur, la tristesse. Et si je continue à ne pas pouvoir nourrir mes différents plans de besoin, eh bien, cette frustration va se traduire par des comportements de destruction. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a différents niveaux de destruction. Il y a l'auto-sabotage, je m'empêche de réussir. Il y a l'opposition, il y a ces fameux débats pour-contre, et puis ça peut aller bien au-delà. La destruction, ça peut être, encore une fois, mettre le feu à quelque chose, ça peut être tuer quelqu'un, parce qu'il n'est pas d'accord avec moi. J'étais effrayé en regardant un reportage sur le Brexit, de voir qu'il y avait des gens qui avaient tué un député ou une sénatrice, je ne sais plus, simplement parce qu'elle n'était pas du même avis que la personne qui l'a tué. Ça peut aller jusque-là. Évidemment, ça dessine un monde. Est-ce que c'est celui auquel je veux contribuer? Et puis, si je continue à ne pas pouvoir nourrir mes besoins, si la société qu'on me propose continue à ne pas nourrir les besoins qui sont importants pour moi, même si c'est pour la bonne cause, eh ben, je vais nourrir de la dépendance. Alors, la dépendance, évidemment, possiblement à l'alcool, aux drogues, mais je peux devenir dépendant au conflit. C'est-à-dire, j'ai besoin de m'opposer. Dès que quelqu'un a un avis, il faut que je sois contre. S'il y a un endroit où il y a l'occasion de râler, je vais y aller. Dans les dépendances, il y a la dépendance et la contre-dépendance. La contre-dépendance, c'est quand je m'oppose. Et la dépendance, c'est quand j'ai besoin que les autres se soient positionnés pour dire que je suis d'accord avec eux et suivre le mouvement. Et puis, si je continue à être dépendant et à ne toujours pas pouvoir nourrir mes différents plans de besoin, alors je vais arriver au non-sens. Alors, ça peut être parfois un non-sens localisé. Mon boulot n'a plus de sens, mon couple n'a plus de sens, la société n'a plus de sens, mais parfois ça peut aller bien au-delà. C'est ma vie n'a plus de sens. Et quand ma vie n'a plus de sens, ben, éventuellement me supprimer, ce n'est pas une grande marche. Et éventuellement supprimer l'autre avec, ce n'est pas un problème non plus. Donc, mon invitation, si vous voulez contribuer à un monde d'après, qui pour moi en fait n'est que le monde de maintenant, je vous invite à avoir une démarche qui évidemment nourrit vos plans de besoin, mais prend en compte l'ensemble en réfléchissant à comment est-ce que nous pouvons au mieux nourrir les différents plans de besoin des personnes qui sont concernées par les changements que nous voudrions voir s'incarner, se réaliser dans la société dans laquelle nous sommes. Et du coup, avant la dernière question de ce webinaire, je voulais vous parler d'un concept qui m'est cher, qui est le concept du tantième, le tantième du monde. Si vous êtes propriétaire dans un immeuble, vous avez peut-être eu la joie d'assister à des réunions de copropriétaires où vous allez voter pour des décisions en fonction de la surface que représente votre appartement par rapport à toute la collectivité. Ça s'appelle votre tantième. Pour moi, l'idée du tantième, c'est que moi, Philippe, je détiens un tantième du monde. Je détiens un tantième de la société, je détiens un tantième de l'ambiance de l'entreprise dans laquelle je suis, je détiens un tantième de l'ambiance de la famille dans laquelle je vis,
je détiens un tantième du couple dans lequel je suis. Et pour moi, la question que nous pouvons nous poser, c'est qu'est-ce que nous avons envie de faire de ce tantième-là? Quand nous votons et quand nous consommons, quand nous parlons, quand nous agissons, nous faisons usage de notre tantième. Et l'idée, c'est pour moi de développer davantage de conscience de qu'est-ce que je veux faire de ça. Et effectivement, quelqu'un parlait du colibri. J'aime bien cette idée du colibri parce que dans ce tantième-là, il ne nous est pas demandé de faire une révolution. Il ne nous est pas demandé sur nos seules épaules de prendre en charge, encore une fois, toute la société, toute l'entreprise, tout le couple, tout le groupe, l'association dans laquelle je suis. Mais il nous est demandé de réfléchir à quelle est l'action ou les actions que je vais poser, et parfois les plus petites actions que je vais poser qui vont dans le sens de ce à quoi je veux contribuer. Dans la métaphore du colibri qui a été développée ou popularisée en tout cas par Pierre Rabhi, c'est l'idée qu'il y a un incendie dans la savane, que tous les animaux s'en vont, et qu'il y a un colibri qui va prendre une goutte dans la rivière et qui la met sur l'incendie, et qui fait des allers-retours comme ça jusqu'à ce qu'un animal l'arrête en lui disant que ce qu'il est en train de faire ne sert à rien, et le colibri répond oui, je sais, mais je fais ma part. Pour moi, cette part, c'est notre tantième du monde. Et donc, la dernière question que je vous pose, alors peut-être qu'elle vous demandera plus qu'un mot, peut-être une phrase, je verrai comment c'est possible de pouvoir en lire un maximum, c'est quelle est l'action même la plus petite que vous envisagez pour contribuer à votre mesure au monde d'après auquel vous aspirez? Qu'est-ce qui vous vient? Quelle est la chose que vous ne faites pas aujourd'hui et que vous pourriez faire demain? Ou quelle est la chose que vous faites déjà et que vous pourriez faire davantage pour contribuer à ce fameux monde dont vous avez parlé dans les 2 premières questions? Ne pas écouter les jugements des tatous. Moi, le tatou, c'est un animal, je suis pas sûr de tout comprendre. Mieux écouter les autres. Ok. Alors, la question, on la gérera après. Le temps de questionnement arrivera juste après ce temps-là. Aller vers les gens sans a priori. Ok. Favoriser l'inclusion, notamment des invisibles. Oui. Apprendre. Amener plus de rire au cœur de mon accompagnement. Écouter. Pas écouter dans le jugement. M'impliquer dans une association auprès des plus démunis. Ok. Regarder, écouter, considérer, ne pas juger. Végétarien, j'imagine devenir végétarien, prendre du recul, inclure, réinventer la joie dans le monde, rêver un peu plus du monde d'après. Ok, super. Alors, je vais juste rebondir sur ce que vous avez écrit. Si demain, vous voulez contribuer à ce monde-là, ce qui va être aidant, c'est que vous transformiez tout ça en action concrète. Par exemple, si je dis, moi, je veux amener davantage de joie dans mon entreprise, dans mon couple, dans mon association, la question, c'est concrètement, je fais comment? Sinon, ça reste une intention et elle risque de se perdre. Déjà que vous connaissez le pouvoir des bonnes résolutions du Nouvel An, et ben les intentions, parfois, elles se perdent parce qu'elles ne sont pas suffisamment ancrées dans quelque chose de concret. Les livres et le blog de Philippe Garrick. Merci Didier. Merci, c'est gentil. Voilà, puis je prendrai le temps, après la conférence, de lire toutes vos réponses aux 3 questions. Juste pour mon plaisir. Et Philippe, est-ce qu'on a le temps d'écrire une action concrète, si ça nous parle? Oui, bien sûr. Allez-y. Et là, nous sommes sur le 2e temps de questions ou de partage de ce qui a pu être dit sur le chat pendant que je parlais. Séverine, est-ce que tu as des questions, des retours que tu voudrais partager? J'ai Didier qui, tout à l'heure, nous avait demandé la référence sur les cercles de résonance, je crois. Les cercles de croissance. De croissance, oui, excuse-moi. Alors, la référence, c'est Michel Cacher. Il y a, à mon sens, pas d'ouvrage qui traite de ça, parce que Michel n'a pas beaucoup écrit. Là, il écrit un bouquin, mais qui n'est pas là-dessus. Moi, j'envisage de le mettre dans un livre, mais que je n'ai encore pas écrit. Mais vous pouvez trouver sur ma chaîne YouTube une vidéo qui réexplique ce que je viens de vous expliquer là, qui s'appelle le cercle de croissance. Je crois que je n'ai pas modifié le titre. Est-ce qu'il y a d'autres demandes? J'ai vu que quelqu'un avait posé une question, j'ai dit que j'y répondrais, sauf que je ne sais plus où elle est. Si vous voulez bien me la remettre, la question. Je crois que c'était Didier, non, sur le fait de répondre à ses besoins, mais à titre professionnel, je crois que c'était ça. J'ai vu ça. Est-ce qu'on peut nourrir nos
nos plans de besoins à titre professionnel. Je ne sais pas trop, Didier, ce que vous vouliez dire exactement derrière ça. Alors, Peut-être répéter votre question. comment une société en crise profonde telle que nous la connaissons aujourd'hui, nous pouvons nourrir nos plans de besoins à titre professionnel. Je crois que le jour où je suis capable de répondre à cette question-là, je deviendrai milliardaire avec le bouquin que j'écrirai avec ça. Je pense que malheureusement, il n'y a pas une réponse que je peux donner de façon universelle. Il faudrait que je puisse échanger avec Didier dans son travail, comme je pourrais échanger avec Jérôme ou avec Emmanuel, parce que les réponses, elles sont personnelles et locales. Pour moi, elles ne sont pas globales. Donc, je ne sais pas répondre à ça. Et en même temps, je vois bien que c'est une question qui se pose pour moi aussi, et que ce qui peut nourrir les différents plans de besoins au niveau professionnel aujourd'hui, c'est peut-être pas ça qui va nourrir mes différents plans de besoins dans 15 ans ou même simplement dans 2 jours. Donc il y a quelque chose de vivant à garder autour de ça. Et peut-être que déjà, je peux me re-questionner régulièrement en termes de comment sont nourris mes différents plans de besoins sur mes différents plans de vie, professionnels, mais aussi familial, amical, amoureux, etc., etc. Alors j'ai une super question parce que, en fait, je voulais l'enlever après dans le titre de la conférence, mais, j'avais aussi donc posé une question. On parle du monde d'après, mais du monde d'après quoi, en fait? C'est ça, c'est pour ça que, si je me souviens, si je ne me suis pas trompé, non, je l'ai pas oublié, je l'avais enlevé. Pour moi, en fait, c'est une des choses qui nous limite, nous plante, nous trompe, c'est l'idée qu'il y aura un monde d'après. Mmh. En fait, pour moi, il n'y a que le monde de maintenant. Il n'y a que ce monde-là qui existe. Bien sûr que ce que je plante maintenant, demain, va permettre une récolte. Si je veux faire du pain demain, il faut que je récolte du blé. Si je veux récolter du blé, il faut que j'en plante. Et si je veux planter du blé et que ça pousse bien, il faut que je travaille ma terre. Mais je ne suis pas en train de réaliser le pain dans 6 mois, je suis en train de retourner ma terre là maintenant. Donc pour moi, il n'y a que le monde de maintenant, avec une intention probablement pour maintenant et le futur. Donc ce serait ma réponse. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bah, il y a plutôt plein d'actions concrètes, ça fait trop plaisir. Je me dis que si on fait tout ça, déjà, le monde va être meilleur là, hein. Ça C'est me fait super chaud au sympa. cœur. Tu les lis? Alors oui, il y en a qui m'envoient ça en privé, donc Ah merci. d'accord. Oui, ça me réjouit de voir des choses de plus en plus concrètes dans ce que vous proposez. Vraiment, vraiment. Ah et Frédéric qui dit, action concrète, participer à l'organisation d'un webinaire sur l'école de commerce du monde d'après. Bah super, hein. Je suis preneuse, hein. Ben voilà, Ça peut le être la titre de la prochaine prochaine thématique. conférence. Ok, alors s'il y a d'autres questions qui viennent, j'y répondrai après. Je vais simplement terminer sur 2 derniers slides. C'est vrai que ça marche comme ça. Je voulais vous inviter à contribuer à mettre en œuvre votre vrai, votre bon et votre vision du bien de l'ensemble. Et pour ce faire, je vous propose quelques questions. Je n'ai pas de réponse. Les réponses, encore une fois, c'est les vôtres. Avec cette conscience que si je lutte contre quelque chose, je le renforce. Et donc plutôt de répondre à la question de à quoi je veux contribuer et à quoi je veux contribuer avec joie. Je pense que nous gagnons à mettre de plus en plus de joie. Qu'est-ce qui me met en joie dans ce à quoi je veux contribuer? Vraiment, limitons ce mouvement, certes puissant, qui est lié à fuir la peur. Recherchons plutôt qu'est-ce qui me mettrait en joie, qu'est-ce qui nourrirait mes besoins. Je vais rebondir sur ce qui a été dit tout à l'heure, la pensée créatrice. Donc, si je pense à ce qui ne va pas, j'ai tendance à le développer. Si je pense à ce qui va bien, j'ai tendance à le développer aussi. Donc, c'est qu'est-ce que je peux faire, moi, là où je suis, pour développer de la confiance et de la sécurité intérieure. C'est tout à fait possible d'être à l'intérieur de soi, confiant et sécure, indépendamment de ce qui se passe à l'extérieur de moi. Ça ne sera pas simplement en lisant un livre du Dalai Lama. Ça ne sera pas simplement en le décrétant. C'est un chemin. Et on ne passera pas de 0, parce que vous n'êtes jamais à 0, à 100, parce que je pense que nous ne serons jamais totalement à 100. J'ai coutume de dire que se plaindre de la pluie n'a jamais mis personne au sec. Donc plutôt que de me plaindre, de râler, de m'opposer, qu'est-ce que je propose? Quelle est ma proposition? Et peut-être que vous avez fait une expérience qui est
parfois douloureuse, c'est que se plaindre, c'est super facile. Il suffit juste de dire « c'est nul ». Maintenant, proposer quelque chose de réaliste, proposer quelque chose de concret, proposer quelque chose qui suscite l'adhésion et proposer quelque chose dans lequel je m'engage, c'est une autre paire de manches. Et puis, de la même façon que l'enfer est pavé de bonnes intentions, j'aime ce proverbe qui dit qu'il y a loin de la coupe aux lèvres entre l'intention de bien faire et bien faire. Donc pour moi, l'autre question, c'est comment je peux vérifier que mes actions sont alignées avec mes intentions, sont alignées avec mes valeurs, sont alignées avec le monde que je veux construire, auquel je veux contribuer. Et enfin, je voudrais citer une réplique du premier Spider-Man. Je ne cite pas que Gandhi ou Lao Tse. Où Oncle Ben parle à Peter Parker étant dans le civil Spider-Man, et il lui dit qu'un grand pouvoir demande une grande responsabilité. Et donc la question, c'est quel usage est-ce que je souhaite faire du mien de pouvoir? Et c'est vraiment un point qui est important pour moi, parce qu'une des choses qui m'a dérangé ces derniers temps, c'est d'avoir des confrères qui ont peut-être, pour certains, encore plus d'audience que je ne sais pas combien nous sommes là ce soir, 100 ou 150 personnes, qui font des vidéos, et je pense notamment à un confrère qui fait une vidéo sur la manipulation, et je me dis super génial, il va donner aux gens de la conscience pour repérer les endroits, les techniques qui sont utilisées pour nous manipuler. Et en regardant cette vidéo, j'éprouve un malaise de plus en plus grand, parce qu'en fait, dans cette vidéo, cette personne utilise deux techniques de manipulation. Une qui consiste à disqualifier et l'autre qui consiste à répéter, c'est-à-dire une technique hypnotique. Pourquoi? Parce que tous les exemples concrets que la personne donne pour illustrer les modes de manipulation sont des exemples qui pointent uniquement le gouvernement ou les hommes et les femmes politiques. Et vraiment, c'est un sacré boulot, je pense que je tombe dedans, enfin je tombe à côté régulièrement, de se dire comment je vais faire un bon usage de mon pouvoir, un pouvoir au service d'eux. Voilà, si vous souhaitez aller plus loin que ce que nous pouvions vous proposer sur cette conférence, je vous suggère un livre de Pierre Rabhi que je vous ai cité tout à l'heure. Il y en a plusieurs Pierre Rabhi que vous pouvez lire, et puis Noël approche, vous pouvez vous les offrir, et puis vous les faire prêter. Nicolas Hulot et Frédéric Lenoir pour le livre D'un monde à l'autre. Toujours dans cette idée de développer de la conscience, plutôt que de développer des réponses toutes faites. Et puis, le livre de Marshall Rosenberg qui traite de la communication non violente, les mots sont des fenêtres ou des murs, parce que dedans, vous aurez un protocole qui va vous aider à vous relier à vous-même, à identifier vos besoins et à voir comment vous pouvez les nourrir d'une façon constructive, inclusive et coopérative. Et puis, vous avez entendu Séverine parler des livres que j'avais pu écrire. Je pense que Comment rendre la vie plus belle, pour moi, colle aussi avec le thème de cette conférence, en vous proposant d'autres visions du monde, d'autres façons de relationner, de s'exprimer. Croyance, mensonge et autres vérités, qui vous propose des aphorismes, des croyances. Voilà, simplement pas pour vous dire que c'est les bonnes ou les mauvaises croyances, mais simplement pour venir confronter les vôtres et contribuer à ce cheminement. Et puis, deux romans initiatiques, La vie m'accompagne et La magie de l'ange. Merci à vous, et puis surtout merci pour toutes ces belles intentions qui ont l'air de vous animer et les désirs d'aller rendre concrets.